Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Le phénomène de l'immigration en Belgique, auquel on fait allusion tous les jours de façon quotidienne, n'est pas un phénomène actuel, c'est un phénomène ancien. Et avec mes invités d'aujourd'hui, que je vais retrouver dans un instant après notre générique, nous allons essayer d'analyser ce phénomène et de voir ses diverses composantes. Je vous retrouve dans un instant. Pour évoquer le phénomène de l'immigration, j'ai devant moi un gros dossier et puis deux invités. Deux invités en la personne d'Anne Morelli. Vous êtes historienne de l'Université de Bruxelles et vous avez dirigé l'ouvrage auquel je faisais allusion il y a un instant, ouvrage intitulé « Histoire des étrangers et de l'immigration en Belgique ». Alors c'est intéressant, de la préhistoire à nos jours, nous allons y revenir dans un instant. L'ouvrage est publié à Charleroi, où nous sommes aux éditions Couleur Livre. Et puis j'ai invité l'une des collaboratrices du volume, en la personne de Mario Sanchez. Vous êtes politologue et vous connaissez bien le phénomène de l'immigration espagnole dont nous allons parler dans un instant. Alors je le disais, Anne Morelli, histoire des étrangers en immigration en Belgique, de la préhistoire à nos jours. Alors les gens aujourd'hui pensent que le phénomène de l'immigration, c'est quelque chose de très récent. Ça daterait, disons, d'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée en Belgique des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Maghrébins. Or, pas du tout. Dans votre ouvrage, il est fait allusion, il y a des études sur les immigrations anciennes. Alors, un mot sur ces immigrations anciennes. Alors, évidemment, le sous-titre du livre « De la préhistoire à nos jours », c'est un peu une provocation à la réflexion, parce qu'exactement, la plupart des gens pensent que c'est un phénomène nouveau. Et en fait, nous avons été tous d'abord des nomades et puis des sédentaires. Pendant des dizaines de milliers d'années, les êtres humains se sont déplacés. Et les premiers habitants des régions où nous vivons ici ont été évidemment des nomades. Et lorsque la population s'est sédentarisée dans nos régions, eh bien, c'était déjà des gens qui venaient d'ailleurs. Les premières traces de peuplement qu'on a dans nos régions, ce sont des gens qui viennent plus à l'est, c'est-à-dire les bords du lac Balaton, par exemple, l'actuelle Hongrie, la Hongrie, oui. Et qui se sont sédentarisés dans nos régions il y a 7000 ans et qui ont formé une première couche de population. Et à ces populations se sont ajoutées bien d'autres vagues de populations qui ont fourni la base de la population actuelle, qui est évidemment une mosaïque extrêmement ancienne. On ne peut pas songer, enfin on n'y songe pas habituellement qu'au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, sur le territoire de la Belgique actuelle, sur le territoire de nos régions, il y a eu des formes d'immigration. Bien sûr, même pendant le Moyen-Âge, qu'on pourrait imaginer comme une période refermée sur elle-même, eh bien pas du tout. Il y a des courants migratoires, il y a des gens qui se déplacent pour des simples questions d'améliorer leur ordinaire. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui se déplacent pour des raisons politiques. Il y a des gens qui se déplacent pour des raisons religieuses. Il y a des pèlerins, il y a des étudiants. Il y a des professeurs qui se déplacent et donc tout cela fait évidemment de grands mouvements de population dans l'Europe et personne ne peut dire sérieusement en Europe aujourd'hui qu'il est tricoté pur laine. Il y a toujours eu des mélanges à travers toute l'histoire. Autrement dit, nous sommes tous des métis. Exactement. Un des fils conducteurs du livre, c'est évidemment de montrer qu'il n'y a pas de race pure
et que tous les groupes humains d'Europe, mais des autres continents, ce serait pareil, sont formés d'apports très divers. Et pour le cas de la Belgique, par exemple, à ces fameux rubanés de la préhistoire se sont ajoutés des Celtes, des Germains, des Romains, des Germains d'une seconde vague, etc. Donc il y a vraiment une grande diversité dans la population depuis les époques les plus anciennes. Mais quand on parle d'immigration aujourd'hui, on pense surtout aux personnes qui sont venues s'établir en Belgique avant la guerre 40-45, et puis surtout après, où nous avons on pourrait parler de vagues migratoires, où nous avons des groupes entiers de personnes originaires d'Italie, de personnes originaires d'Espagne, de Pologne, du Portugal, etc., et puis des pays du Maghreb qui arrivent en Belgique. Pour quelles raisons ? Pourquoi le choix de cette patrie qu'aujourd'hui nous avons, nous Belges, un peu l'impression de mépriser ou... Alors, les migrations de type économique, elles existent évidemment depuis fort longtemps, mais elles se sont accentuées au XIXe siècle. Il y a déjà des groupes de Polonais, des groupes d'Italiens qui viennent travailler ici en Belgique. Mais en petit nombre, là. Et en plus petit nombre. Mais le fil conducteur de toutes les migrations, de toutes les époques, c'est que les gens espèrent aller vers un mieux-être. Et donc, ce mieux-être, il peut être donc, de on a dit la Belgique, natures. c'est le pays du bien-être. Allez en Belgique. Alors, ce n'était pas bien souvent des décisions individuelles, Oui. mais ce sont des accords de migration qui se sont faits entre gouvernements. Oui, ça c'est important de le dire. Il y a eu des accords, par exemple entre la République italienne et la Belgique. Il y a eu des accords entre l'Espagne et la Belgique à certains moments donnés de l'histoire, tout simplement parce que la Belgique avait besoin de main-d'œuvre. Alors, la Belgique a besoin de main-d'œuvre, c'est-à-dire que les industries, et surtout l'industrie minière, a besoin de main-d'œuvre à bon marché et qui accepte les conditions de travail que les Belges n'acceptent plus, à juste titre. Et en même temps, l'Italie a besoin de charbon. Donc Voilà. on dit, la Belgique va livrer du charbon à l'Italie, et l'Italie va envoyer des travailleurs, en particulier des mineurs, en Belgique pour extraire le charbon. L'Italie s'assure comme ça un débouché vers des marchés de charbon. Mais je crois que c'est très important que les gens sachent que ce sont ces accords qui ont décidé du sort. Donc ce ne sont pas les individus eux-mêmes qui se sont dit un bon matin, tiens, j'irai bien m'installer à Charleroi pour aller extraire du charbon dans la mine. Ce sont des accords entre gouvernements. Exactement, et aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent s'en réjouir ou bien au contraire le déplorer, mais s'il y a des Marocains... Oui, des deux côtés Voilà, d'ailleurs. voilà, Des Belges qui déplorent la présence italienne, puis des Italiens qui disent, Voilà. qu'est-ce que je fais dans ce pays? Mais je serais beaucoup mieux au soleil. Hein. La présence des Italiens, des Espagnols, des Grecs, des Turcs et des Marocains est une présence qui a été favorisée par les accords. Et donc ce ne sont pas des Marocains du Rif qui tout d'un coup se seraient dit effectivement marcher à nos ponts, ça doit être magnifique, mais ce sont des accords gouvernementaux qui ont décidé de leur venue ici. Et donc si aujourd'hui il y a des gens qui disent on ne leur a pas demandé de venir, mais si. À l'époque, on leur a demandé de venir et on a fait de la propagande pour faire venir en Belgique les Turcs, les Marocains, les Espagnols, etc. Oui, en tout cas, pour l'Italie, c'est très clair, pour le Maroc aussi. Pour l'Espagne, c'est peut-être un peu moins simple dans la mesure où, au moment où se fait la vague migratoire des Espagnols en Belgique, l'Espagne est une dictature. Est un pays sous la dictature du général Franco. Est-ce que le général Franco s'est dit, tiens, je vais me séparer de quelques milliers de mes compatriotes et les envoyer en Belgique pour qu'ils aillent voir la pluie nordique? Absolument. Ça s'est passé comme ça. Ce sont aussi des accords. Avec, ce sont aussi des accords. Oui, à partir de 50. Après le drame de Marcinelle, où meurent plusieurs dizaines d'Italiens, notamment. Centaines. Ou même centaines, pardon, d'Italiens. Et que donc le gouvernement italien rompt l'accord bilatéral d'envoi d'immigrés italiens, l'Espagne va être un des pays qui va assurer la relève. L'Espagne prend la relève. Et ça va permettre... Et le gouvernement espagnol est impliqué dans cette relève. Tout à fait. Ce sont des contrats... Donc c'est quelque chose de vraiment calculé. Oui. Et ce qui est particulier, c'est que l'Espagne a voulu exporter beaucoup plus de travailleurs qu'elle n'est
qu'elle n'est réellement arrivée à exporter. Donc dans les calculs du nombre d'Espagnols qui quittent l'Espagne pour tous les pays européens qui sont prêts à accueillir ces travailleurs, les estimations du début des premières vagues de la fin des années 50, c'est une estimation d'1 million d'Espagnols. Il faut envoyer 1 million de travailleurs espagnols vers l'Europe du Nord. Et statistiquement, ils ne vont pas atteindre ce chiffre. Et je dis statistiquement parce qu'on ne sait pas. Il y a évidemment toute l'immigration politique qui, sous couvert qui va profiter de cette vague d'accueil d'Espagnols pour fuir l'Espagne franquiste, en effet, et arriver clandestinement dans ces pays d'Europe du Nord, dont la Belgique, ou très rapidement d'ailleurs, parce que de l'époque, il y a du boulot à l'époque. Ces travailleurs clandestins deviennent des travailleurs immigrés économiques sans aucune difficulté. Et ça, c'est de la fuite. Mais donc, en principe, l'Espagne n'est jamais arrivée à faire sortir 1 million d'Espagnols pour aller travailler, ce qui était son objectif. Oui, et pourtant la situation n'est pas du tout la même. Avec l'Italie, nous avons affaire à une démocratie qui travaille avec une autre démocratie. Avec l'Espagne, ce n'est pas le cas. Et les autorités politiques espagnoles auraient pu se dire, c'est un peu dangereux d'aller envoyer certains de nos compatriotes en Belgique parce qu'ils vont revenir en vacances et délivrer ici la vision démocratique de ce qu'est la Belgique, qui est un État démocratique dans les années d'immigration, alors que l'Espagne ne l'est pas encore. Est-ce que cette interrogation a été perçue par les autorités espagnoles? Est-ce qu'il y a eu des contrôles? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de diriger les gens, d'essayer de les guider? Oui, comme pour d'autres nationalités d'ailleurs. C'est vrai aussi pour la communauté marocaine ou turque plus tard, qui viennent aussi de pays qui ne sont pas des démocraties, sont pas des travailleurs qui viennent de pays démocratiques. Et oui, alors comment ça s'est fait pour l'Espagne? Est-ce qu'il y avait des espions? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, il y avait des espions. Donc il y avait enfin des espions. Oui. Ça fait très film. Ça fait très film. Mais il y avait en effet, bien sûr, on envoie dans la communauté espagnole des personnes, des structures aussi. Les missions catholiques envoyées par l'Espagne ont pour mission, en effet, de veiller à ce que les Espagnols continuent bien à vivre dans les valeurs préconisées par l'Espagne franquiste et catholique telle qu'elle existait là-bas. Donc si j'ose dire, excusez-moi de vous interrompre, l'Église a une petite mission là de service secret. Juste une petite mission, oui. Est-ce que l'Église a eu pour fonction de dénoncer des gens, de donner des noms de gens qui, dans la communauté espagnole, étaient là pour l'organiser, notamment organiser la lutte antifranquiste, qui était importante. Oui, aussi. Il y a aussi des gens en Belgique, donc des Espagnols, qui réfléchissent à la manière de combattre le franquisme en Espagne. Oui, bien sûr. Bien sûr. En Europe, s'est organisé l'essentiel en tout cas des récoltes financières, et même d'armes d'ailleurs, dans la lutte antifranquiste. Et la Belgique a été un pays extrêmement utile de ce point de vue-là, parce qu'il y avait il y a un consensus antifranquiste qui est important en Belgique, ce qui n'est pas vrai en France, par exemple, ce qui n'est pas vrai en Allemagne, donc dans d'autres pays européens. Donc c'est un lieu qui va faciliter l'accueil des immigrés politiques antifranquistes et faciliter l'organisation de la lutte antifranquiste. Et au sein de l'immigration espagnole se trouvent en effet des gens envoyés par l'ambassade. Il y a des accords d'ailleurs aussi avec des autorités belges pour aller contrôler ce qui se passe dans les centres culturels, y compris dans les manifestations, dans les lieux où se célèbre la fête de la République, des choses comme ça. Donc les braves prêtres espagnols qui sont là pour délivrer le message chrétien aux ouailles, ils sont peut-être là aussi pour un peu contrôler le caractère correct ou incorrect du citoyen espagnol à l'égard de son pays d'origine et pas du tout par rapport à son pays d'adoption. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ce qui est important, c'est que lorsque un pays exporte sa main-d'œuvre, parce que ça lui permet de se débarrasser là, à la fois de gens remuants politiquement et à la fois d'une partie de sa misère économique et sociale, l'État est aussi conscient de mettre en contact d'autres réalités. Aussi de la richesse, hein, c'est pas que une démocratie politique par rapport à une dictature, c'est aussi tout d'un coup un bien-être, un système de sécurité sociale est beaucoup plus efficace, beaucoup plus généreux ou plus simplement responsable à l'égard de ces travailleurs que celui qu'on a dans le pays d'où proviennent ces gens. Oui, quand on vient d'Espagne, on n'a pas de congé payé, on n'a pas de mutuelle, on n'a presque rien, on n'a pas le droit de grève. Alors, le travailleur espagnol qui arrive en Belgique, il découvre qu'il est couvert pour l'assurance maladie, qu'il a le droit
de faire la grève, qu'il a des congés payés. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et j'imagine qu'il en parle aux gens restés au pays. On raconte ça au pays, évidemment. Bien sûr. Parfois en trichant d'ailleurs un peu. On loue une Mercedes pour aller donner l'impression qu'on a pu s'acheter une Mercedes, ce qu'on ne peut pas se payer. Donc il y a à la fois aussi... Mais on peut la louer. C'est loué. Il les loue d'ailleurs pour aller. Mais l'immigré, c'est aussi celui qui a dit je fais ce pari fou de casser avec ma vie, mon patrimoine, ce qui fait ce que je suis, pour devenir quelqu'un de mieux. Ce qui est évidemment très très compliqué, c'est que même dans les années 60, où il y a du travail pour tout le monde, il n'y a pas de problématique de chômage, où donc même l'expression du racisme quotidien s'exprime en d'autres termes qu'aujourd'hui, et de manière peut-être même moins dramatique pour les gens qui le vivent au quotidien, c'est pas si rose que ça, évidemment. Et donc cet enrichissement, il faut retourner au pays en disant « je suis devenu quelqu'un de mieux que celui qui est parti ». Et c'est vrai pour l'immigré économique, et c'est vrai pour l'immigré politique, et c'est vrai pour leurs enfants, etc. Et donc il faut, pour une part c'est vrai, et puis on triche un peu avec la réalité, parce que sinon c'est trop terrible, évidemment. Oui, alors vous le disiez, bon, la situation des Espagnols, des Italiens est celle qu'on connaît bien, du Portugais, mais la situation des Turcs, la situation des Marocains est pire encore, parce qu'ils émanent, ils proviennent de pays qui sont tout sauf des démocraties. Ah, la Turquie, on pourrait encore discuter parce qu'il y a des faux semblants, mais pour le Maroc, là on ne discute pas. Ce sont des pays où les pouvoirs sont extrêmement forts et où j'imagine, Anne Morelli, les contrôles sur les personnes immigrées sont terribles. Alors, je voulais justement ajouter que tout récemment, dans les archives des affaires étrangères à Madrid, j'ai trouvé des documents absolument formels. Et ici, aux affaires étrangères belges, dans les archives aussi, des documents formels qui montrent qu'il y avait un contrôle de l'immigration. Il y a des indicateurs de la police espagnole qui sont ici dans les associations de migrants, et notamment dans les associations antifranquistes, et qui font rapport en disant il y avait un tel qui a participé, et qui a tenu un discours contre le général, voilà, etc. qui a dit ceci. Donc il y a effectivement ce type d'espionnage, je dirais, de la communauté. Pour les Italiens, c'est la même chose. On parlait du rôle des missions. Les missions catholiques italiennes ici en Belgique, après la Seconde Guerre mondiale, ont eu un rôle politique très important. Il fallait éviter l'intégration des Italiens, et donc on leur faisait des services religieux particuliers, on essayait qu'il n'y ait pas trop de contact avec la Belgique sécularisée, avec les syndicats socialistes, etc. Et, pourtant, beaucoup sont devenus de hauts représentants. Oui, c'est que ce n'était pas tellement efficace. Non, ça s'est mal passé pour la République italienne. Efficace, mais les missions catholiques italiennes organisaient notamment des trains spéciaux qui retournaient en Italie voter pour la démocratie chrétienne. Qui emmenaient les citoyens italiens pour les faire voter pour la démocratie chrétienne. Pour la démocratie chrétienne, c'est quelque chose de bien connu. Et je crois que le phénomène est exactement le même pour les Marocains et les Turcs. Ces gouvernements marocains et turcs évitent l'intégration de leur population. Par exemple, en favorisant le retour au pays des morts. Oui, vous le disiez, lorsque nous avons préparé l'émission, que l'État marocain, le royaume du Maroc, favorise le retour des dépouilles mortelles des citoyens marocains vivant en Belgique pour protéger, en vertu sans doute de règles religieuses, pour protéger. Mais les règles religieuses pourraient être observées appliquées ici, oui. Parce qu'il y a aujourd'hui des carrés musulmans dans des tas de cimetières. En Moi, je pense qu'il y a des règles très précises d'inhumation dans le temps, etc. Et dans l'orientation, tout ça peut être fait ici. Mais il y a une volonté, évidemment, du gouvernement marocain ou du gouvernement turc de garder un contrôle sur ces ressortissants, non seulement à la première génération. Là, vous dites contrôle sur les ressortissants, mais ils sont décédés. Oui, mais ça veut dire qu'on reste attaché au pays où on a ses propres parents enterrés. Et c'est très important du point de vue économique parce que le retour de l'argent
des migrants est une ressource essentielle pour certaines économies. Et donc, lorsque on a ses parents enterrés dans un pays, peut-être que c'est là qu'on va construire une maison au bord de la mer ou que sais-je. Et ça veut dire un retour d'argent. Et pour certains pays, c'est quelque chose d'essentiel dans la balance commerciale. Et donc, la stratégie des pays d'émigration est la même. Il faut éviter que les concitoyens s'intègrent à la société d'accueil et on va développer toutes sortes de stratégies à cette fin. Alors justement, vous parlez de l'intégration. Il me semble, mais j'ai peut-être une vision fausse des choses, mais il me semble que les personnes venues de pays chrétiens s'intègrent, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Pologne, etc., s'intègrent plus facilement en Belgique, acquièrent plus facilement la nationalité belge, restent plus volontiers au pays que d'autres catégories d'immigrés. Je pense notamment aux immigrés musulmans, qu'ils soient turcs, qu'ils soient algériens, marocains, tunisiens. Est-ce que c'est une vision correcte ou bien est-ce que c'est une vision totalement fausse? Alors, je pense... Autrement dit, est-ce que la religion joue un rôle? Alors, la religion est toujours un facteur qui bloque l'intégration. Évidemment, c'est un facteur il y a la langue, bien sûr, hostile mais ça... à l'intégration, oui, c'est sûr. Mais je crois qu'on surévalue l'intérêt, la facilité avec laquelle des gens de même religion peuvent s'intégrer. Les Italiens ont été très mal reçus dans les années 40 et 50. Il y avait beaucoup de racisme contre eux, beaucoup de discrimination, logement. Ils allaient à la messe, à leur messe en italien, et les francophones évidemment. Ou les flamands allaient à leur messe. Voilà, et on considérait que c'était des gens très religieux, trop religieux. Ah, trop religieux. Ah oui, c'était des grenouilles de bénitier. C'était des intégristes. De même qu'on a donné cette étiquette aux Flamands en Wallonie, c'était aussi aux Polonais en Wallonie. C'était toujours des gens trop religieux par rapport à la Wallonie sécularisée, etc. Or, la réalité, c'est que quand on a eu les premiers résultats électoraux des Italiens lorsqu'ils ont voté séparément, en 84, en fait, il y avait plus de 44% pour le Parti communiste italien, ce qui n'était pas vraiment le parti des intégristes religieux. Mais mentalement, pour les Belges, c'était des gens trop religieux. Et je dirais que, dans l'autre sens, aujourd'hui, nous avons à accueillir beaucoup de gens qui sont chrétiens. Les gens d'Afrique noire, par exemple, sont très généralement des chrétiens. Est-ce qu'on voit un mouvement d'affection particulière pour les gens de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, en disant « chrétien, mon frère, dans mes bras ». Il y a aussi le phénomène du post-colonialisme qui joue là. Peut-être que nous devrions, je ne sais pas si telle est la situation, mais peut-être qu'on devrait accueillir mieux les Congolais, par exemple, qui sont nos anciens compatriotes. Alors, il y a certainement il y a un lien privilégié avec les anciennes colonies, c'est évident. C'est pas un hasard que tous les pays d'Europe se sont plus ou moins peuplés dans l'immigration de leurs anciennes colonies. Mais il n'y a pas d'accueil particulièrement chaleureux pour les chrétiens noirs. Je crois qu'on cherche toujours ce qui est différent. Donc quand c'est une religion différente, on dit « ah oui, mais ils ne peuvent pas s'intégrer parce qu'ils sont de religion différente ». Dans d'autres cas, on dira bah, « ils ne peuvent pas s'intégrer, ils sont toujours noirs, ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils sont encore toujours noirs, ils pourraient faire un effort ». Donc on cherche toujours la différence pour construire notre propre identité. Oui, on doit dire aussi qu'on accepte plus facilement les personnes qui viennent vivre en Belgique si elles sont riches que si elles sont pauvres. Un Américain, un Allemand, un Français, ça ne présente pas beaucoup de difficultés. Bien sûr. Parce que ce sont des gens qui ont à peu près les mêmes moyens, le même niveau de vie que nous. Tandis que les personnes qui sont économiquement plus faibles, là nous avons... À tort ou à raison, nous avons un mouvement de recul. Ce sont les pauvres qu'on craint. On craint les pauvres. On craint les pauvres. Et je crois que dans l'immigration espagnole, il y a aussi... Ils sont cependant beaucoup plus faciles à exploiter. Donc tous ces travailleurs, qu'ils soient, soit comme aujourd'hui c'est le cas, dans des situations de clandestinité, et constituent des paquets de travailleurs en noir, qui sont en train d'alimenter, de servir... Les réseaux parallèles, bien sûr. Ou bien les vagues migratoires, c'est pas des milliers de riches qui débarquent dans les pays du Nord pour s'installer à Knock. C'est des travailleurs qui fuient du misère. côté de Tournai, il y a pas mal de milliers de Français qui s'installent pour des raisons fiscales évidentes. Il paraît que ça marche très bien. Ah oui, pour l'instant, ça marche très bien. Mais c'est quand même surtout des gens qui n'ont rien
et qui viennent travailler, qui viennent chercher un meilleur sort à leur existence. Ça, c'est l'essentiel des vagues migratoires. Et c'est la pauvreté qui les marque de façon négative. Ah oui, évidemment. C'est pas la langue, c'est pas la religion, c'est la pauvreté, c'est l'état social, la situation économique. Et l'étranger pauvre fait encore plus peur, parce qu'en plus, je comprends rien à ce qu'il raconte, et en plus, il a des pratiques, qu'elles soient religieuses ou d'autres sphères de la vie culturelle, des espaces familiaux comme ça, ou communautaires, que je comprends pas. C'est quoi leur truc? Toutes ces différences-là sont mobilisés inconsciemment ou pas, sont mobilisés pour justifier la crainte de ce qui est la crainte fondamentale, c'est des pauvres. Et à la fois, c'est heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils m'évitent cette pauvreté-là, moi, mais à la fois, c'est l'image de ce à quoi on a échappé, et donc on pourrait y retourner. Et c'est tout le temps comme c'est. Ce mouvement de balancier s'effectue continuellement, évidemment. Sauf si, et ça c'est en termes d'objectifs, parce qu'en tout cas, même l'histoire contemporaine ne permet pas d'en apporter... on ne va pas vers ça, en tout cas, malheureusement, même si c'est revendiqué, sauf si on crée des politiques d'accueil, des vraies politiques d'accueil, qui ne sont pas des politiques d'intégration. Politique d'intégration, c'est « je t'accepte dans ce pays comme force de travail, de quelque ordre que ce soit, et donc à partir de ce moment-là, tu es intégré, par le fait même que je t'accueille. Sinon... Je ne choisis pas de t'intégrer. À partir de là, l'État décide d'accueillir d'une manière ou d'une autre, mais réellement les gens. Alors, nous avons fait un peu le tour de ce sujet, qui est un sujet difficile, qui est un sujet quotidien, parce qu'on est quotidiennement confronté à la question de l'immigration. Je vous remercie, Marie-Jo Sanchez et Anne Morelli, d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous avez dirigé, Anne Morelli, un ouvrage intitulé « Histoire des étrangers, de l'immigration en Belgique et de l'immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours ». C'est un ouvrage publié aux éditions Couleur Livre. Merci pour votre présence à notre émission. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.